Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une reine, enfin plutôt une queen, une drag queen tout droit venue du Mexique, una latina bonita. Elle a fait sensation dans Drag Race France avec son énergie débordante, sa silhouette fracassante et son côté picante caliente latina. Elle a commencé par la danse, elle a un succès dingue et dit d'elle-même qu'elle incarne pourtant les pires tares. Vous l'imaginez bien, son succès indique l'inverse. J'ai l'immense plaisir de recevoir la première drag queen mexicaine dans l'histoire de Drag Race, Lolita Banana. Bonjour. Oli, buenos días. Qué bonita introducción, quelle jolie introduction. C'était très joli, merci. Gracias Lolita Banana d'être avec nous. Lolita Banana, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ici en mai 2023 ? Est-ce que tu es à ta place ? Est-ce que tu rêvais d'être celle que tu es aujourd'hui ? Non, pas du tout. J'ai rêvé juste d'être un danseur qui habitait à Paris. C'était dans mes rêves d'enfance, ça c'était les plus utopiques, les plus grandes parce que il faut comprendre que quand tu es mexicain, quand tu es danseur et que tu es des classes moyennes plutôt pauvres, parce qu'au Mexique la classe moyenne elle est bien pauvre. Et du coup, venir en France, c'est un rêve très, très compliqué à avoir. Et du coup, mon rêve tout court, c'était juste venir en France et être artiste. Être artiste, queer, drag queen, et avec les succès que heureusement, j'ai pu avoir maintenant, ça va bien sûr beaucoup plus loin que ce que j'ai pu avoir rêvé. Lolita Banana, c'est ton personnage de drague. Dans la vraie vie, tu es Esteban, tu es né et tu as grandi au Mexique. Raconte-nous ton enfance. Quel genre d'enfance ? J'étais un enfant très, très content, très aimé par mes parents. Je suis fils unique. Fils unique. Ouais, voilà. Et tu as grandi où ? Mexico City, la City. grande ville monstrueuse de Mexico City. Et depuis très petit, j'ai montré l'intérêt pour l'art, pour le théâtre, pour les dessins. Et mes parents, ils ont compris que c'était dans cette voie qu'il fallait me pousser. Ils m'ont jamais imposé une autre carrière ou quoi que ce soit. Et du coup, depuis très petit, mes premiers cours de théâtre, j'avais 5 ans. Et je me rappelle que j'étais dans les fêtes de famille, je faisais l'animation, j'ai dansé, j'ai chanté. Que faisaient tes parents ? Et mon père, il travaillait dans une librairie qui s'appelle Gandhi. Uh-huh. Et il était dans la section de musique. C'était comme la FNAC au Mexique. Uh-huh. Et ma mère, elle est correcteur d'orthographie des livres. Je ne sais même pas comment dire ça. Donc des gens plutôt instruits et ouverts au monde. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une famille, pas que mes parents, hein, mes grands-parents, mon entourage, il y avait beaucoup d'accès à la culture dans ma famille. J'ai toujours pensé qu'être fils unique ou fille unique, c'était une chance parce qu'on te donne la possibilité de recevoir tout l'amour et de développer son imagination. Déjà petit à 5 ans, donc tu as commencé la danse, le théâtre ? Pas la danse, que le théâtre. Que le théâtre. La danse, pour moi, à 5 ans. À 5 ans, j'ai commencé mes premiers cours et j'ai adoré tout le temps être sur scène. Depuis très petit, j'aimais bien parler au public, j'avais aucune honte. J'ai toujours aimé qu'on me voit. Beaucoup de besoin d'attention. Mais ton amour, c'est la danse. Oui, alors j'ai découvert la danse quand j'avais 14 ans parce que j'ai rentré dans le lycée des Beaux-Arts du Mexique. En fait, au Mexique, ça existe. Toujours autour de l'art, alors vraiment ouvert dans le milieu artistique. Et là, à ce moment-là, tu rêves de quoi ? Et je rêve de continuer à vivre de l'art parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais en tant que danseur professionnel ? Non, en tant que drag queen. J'ai découvert dans l'art drag ma à nouvelle 14 passion. ans. Non, je pense non, pas du tout. À cette époque, à 14 ans,
J'ai rêvé, oui, de la danse. La danse, c'était ma passion. Je voulais rentrer dans l'École nationale de danse, que c'est l'école la plus importante de l'Amérique latine. Et j'ai rêvé de danser au Palais des Beaux-Arts, plutôt de la danse académique, la danse contemporaine, la danse culte. Et c'était ça mon goal dans la vie. Et le drag, tu t'es intéressé vraiment au milieu quand? Je crois que c'est grâce à RuPaul's Drag Race, c'est ça? Oui, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. J'aime la danse et j'aime le théâtre depuis très, très jeune, mais les drags, je l'ai découvert ici à Paris, en regardant justement l'émission de Drag Race. Un ami mexicain, il m'a forcé à regarder parce que je ne voulais pas. Moi, j'étais ce genre de gay refoulé qui n'était pas très à l'aise avec le côté folle et extroverti des drags. Et en fait, j'ai regardé un épisode. La toute première chose que j'ai vue, c'était la finale de la saison 7, de la saison 8 avec Sacha Velour qui a fait son reveal avec les pétales. Et cette scène, cette performance était tellement extraordinaire que j'ai dit, OK, il y a quelque chose de très intéressant là. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu fan absolu de la saison. Ouais. Mais revenons à ton enfance. 14 ans, au Mexique, tu commences la danse. Et là, tu t'imagines devenir danseur professionnel. J'avais lu quelque part que ton premier amour, c'était vraiment la danse. Oui. Enfin, mon premier amour d'enfant, c'était le théâtre. Mais ma professeure de danse m'a dit, écoute, comédien, tu pourrais toute ta vie, même vieux, tu pourrais jouer un rôle. Mais la danse, c'est contre la montre. Du coup, il faut que tu commences maintenant. J'avais 14 ans quand j'ai commencé professionnellement mon entraînement de danseur. Et j'ai découvert la danse et c'était vraiment mon passion. J'ai vécu tout ce temps, j'ai vécu que pour la danse. C'est tout. Quand tu es danseur, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, tout ce que tu rêves, c'est la danse. Tes amis, c'est des danseurs. C'est un milieu très, très jaloux. Franchement, tu n'as pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de faire autre chose que la danse. Et quand est-ce que tu arrives en France alors? Il y a 15 ans, j'avais 23 ans, faites les numéros, je n'ose pas le dire. Et j'avais 23 ans quand je suis arrivé. En fait, officiellement, je suis venu pour faire un master en notation chorégraphique, que c'est un truc très complexe, très académique. Mais la version non officielle, c'est que j'avais rencontré un Français au Mexique, on est tombé amoureux. L'amour, toujours. Voilà, le Français, la ville de l'amour, évidemment. Je suis tombé sur le charme d'un Français au Mexique. Et je suis venu avec lui. Évidemment, tu ne peux pas demander ton visa parce que tu es amoureux. On ne vit pas de l'amour et de l'eau fraîche. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé que je pouvais faire un master en notation chorégraphique. Et donc, tu viens en France. Et je viens en France, ouais. Grâce à l'amour. Grâce à l'amour et à la danse. Et à la danse. Ouais, voilà, aujourd'hui, on enregistre ce podcast le jour de la journée mondiale contre l'homophobie. À ce moment-là, tu assumes déjà ton homosexualité? Oui, moi, j'ai fait mon coming out quand j'avais 17 ans. Et accepté par ta famille et tes parents? Accepté. C'était un peu compliqué pour ma mère au début. Dans un univers latino qu'on connaît, relativement machiste. Oui, mais ma famille, c'est pas du tout comme ça. Ma famille, c'est pas du tout ni machisme, ni misogyne, ni homophobe, pas du tout. Mais ma mère, comme tous les mères, j'imagine, elle avait peur de qu'est-ce que le monde va... comment la société va me traiter, de mon futur, être homosexuel, être queer, c'est compliqué, hein? C'est une lutte constante tous les jours. Et mes parents, ils avaient peur de ça. Mais ils m'ont accepté très jeune et j'ai eu un coming out très épanoui, on peut dire comme ça. Et puis j'étais dans les milieux de la danse où tout le monde s'est dépédé, du coup. On n'a pas le droit de dire ça, désolé. Donc tu arrives en France, limite tu méprisais le drag. Tu pensais qu'on ne pouvait pas préserver sa masculinité de danseur en étant drag, c'est ça? En fait, il y a un truc bizarre avec la danse, parce que moi j'adore la danse, je vis pour la danse, mais la danse finalement c'est un art très binaire. C'est-à-dire les hommes, il faut qu'ils soient très masculins, très virils, et les femmes très féminines, très légères. Et il y a les rôles de la danse, ils sont comme ça, quoi, tu vois. Les hommes, on doit porter, on muscler. Et en fait, toute ma vie, depuis que j'ai commencé la carrière de danse, j'étais frustré et en bataille constante avec ma féminité parce que je suis un garçon petit, fragile, efféminé. Et à l'école, on me disait, il ne faut pas que ça se voit que tu es gay, il faut que tu sois viril, il faut que tu sois fort, il faut que tu fasses de la masse musculaire.
d'où je voulais sortir la masse musculaire. Moi, je suis tout maigre, c'est pas ma faute. Et du coup, c'était toujours très, très complexé. Et ici en France, j'ai beaucoup dansé dans les milieux latinos. Moi, j'ai donné des cours de salsa. Je suis devenu plutôt danseur professionnel de salsa. Incroyable. Et tout ça, que c'est encore plus binaire et machiste. Et là, il y a les codes et vraiment 100% masculin. Et la relation à la femme aussi. Parce que dans la salsa, on attrape la femme. Et il y a les côtés guidage, suivre et tout ça. Que j'avoue, j'adore danser la salsa. Et j'adore connecter avec ma fragmentation drag king viril. J'adore danser salsa avec des femmes. J'aime pas trop danser salsa avec des hommes. J'adore danser. C'est aussi un autre côté d'Esteban. Mais le paradoxe qui revient tellement souvent. Mais on est ici. tous comme ça. Hein, Absolument. Et we all born naked and the dress is drag. Comme on dirait RuPaul. Et en fait, le drag, il m'a aidé à faire la paix avec mon côté féminin. Que pendant des années, la danse m'a obligé à refuler et à cacher. Et bien justement, le drag m'a aidé à dire je peux danser et être folle et féminine et il n'y a pas de problème. Et du coup, ça m'a ouvert tout un nouveau univers de possibilités et d'expression. Est-ce que tu te souviens de ton premier show de drag en Absolument. tant que Lolita Banana? Moi, je suis absolument époustouflée du travail. Quand j'ai travaillé sur cette interview et je t'ai regardé dans tous les détails, mais c'est un travail absolument incroyable. Comment as-tu créé ton personnage? Alors, j'ai travaillé, ça c'est une histoire très drôle. J'ai travaillé dans un camping à Biscarrosse, et que c'est pas loin de Bordeaux. Et j'étais animateur, danseur, on faisait un spectacle tous les soirs, un spectacle très complexe avec des portées, acrobaties. C'était un show très très complexe. Et la journée, on faisait des cours de Zumba. Bref, du travail d'animation dans un camping. Et un jour, la chorégraphe, elle m'a dit on va monter un nouveau spectacle, un cabaret. Ça te dirait de faire un numéro drag? C'était l'époque où j'ai commencé à découvrir Drag Race. Donc c'est un hasard, absolument. Oui. Alors que tu avais déjà découvert l'univers de RuPaul's Drag. Je venais juste, c'était l'été que j'ai découvert. Elle m'avait demandé la même chose l'année d'avant, j'aurais dit non. Qu'est-ce que j'aime ces histoires. Le hasard n'existe pas. Le temps est parfait. Et du coup, j'ai dit ah oui, pourquoi pas. Justement, je suis très motivée en ce moment. J'avais jamais dansé en talons avant. Évidemment, je me suis jamais maquillée avant. La première fois, vous pourrez scroller tout en bas de mon Instagram. Je ne vais pas effacer, ça fait partie de mon histoire. Mais il y a le premier visage de Lolita Banana, elle était moche. Elle était moche, mais très drôle. Et du coup, j'étais dans un camping, dans un cabaret, avec des enfants, avec des pères de famille, et dans un camping hétéro, quoi. Et j'ai fait mon premier numéro drag et j'étais habillée en Carmen Miranda avec beaucoup de fleurs et une rumbera grande. Et en fait, ma tenue était tellement grande que je laissais pas passer les filles dans les couloirs des loges parce que j'étais vraiment très grande avec ma tenue. Et un de mes collègues m'a dit hey, pousse-toi Lolita Banana. Elle a dit juste comme ça parce qu'il y avait des fruits et tout ça. Et j'ai dit I like it. Wow. Et c'est comme ça que Lolita Banana est née. Comment définirais-tu ton univers? Une drag queen forte, latina ou comment tu la définis? Lolita Banana, c'est la drag queen latina de Paris. C'est la dancing queen, la showgirl de Paris. Et je pense que j'ai bien gagné cette place dans cette ville. Je mets le feu sur la scène comme très peu de personnes peuvent le faire. Et économiquement, c'est un sacré investissement quand on voit ton maquillage, tes tenues. Tu en vis aujourd'hui? Oui. Et ça fait, en juin de cette année, ça va faire 5 ans que je fais de drag. Et là, ça fait quelques années que le drag me permet de vivre, notamment après la pandémie. Et maintenant, je fais que ça. Je donne plus des cours de Zumba, je donne plus des cours de salsa, je danse plus d'ailleurs. Je fais que du drag maintenant. Et comment tu fais pour innover, trouver tes nouveaux looks, te démarquer? Où est-ce que tu la trouves, ton inspiration? Beaucoup sur Instagram. Instagram et Pinterest aident beaucoup à s'inspirer à niveau image. Je m'inspire aussi beaucoup de mes sœurs, de ma franchise, de Cam Hughes, de Paloma, de la Grande Dame. Et elles m'inspirent beaucoup au niveau fashion. Et j'ai eu la chance aussi d'aller à la Fashion Week l'année dernière. Et
maintenant, je découvre le fashion aussi à travers du drag. Et c'est beaucoup de stimulation visuelle qui me permet à penser à des nouveaux trucs. Mais j'avoue que la chose qui me passionne le plus, au-delà du fashion, au-delà du maquillage, au-delà du look, c'est la scène. C'est monter sur scène, danser et créer un nouveau spectacle, apprendre une nouvelle chanson, créer une nouvelle chorégraphie. Vraiment, c'est ça qui me passionne. Tu as été inspiré par RuPaul's Drag Race, tu le dis toujours, et tu fais partie des candidates de la première édition de Drag Race France. Comment as-tu été approché? C'était un casting? Comment ça se passe pour participer à ce genre de show? Oui, c'était un casting ouvert. C'est drôle parce que moi, j'étais au Mexique le 16 novembre de 2019, je ne sais plus, il y a 2 ans. Et j'ai fait la fête, on a fini Gueule de Bois, j'étais avec mon copain au Mexique. Le lendemain, on se réveille et je me réveille avec la nouvelle de que Drag Race France arrive et cherche la drag queen. Incroyable. Il était waouh. Tu l'as vu où, ce casting? Sur Instagram. Sur Instagram, exactement. Et j'ai envoyé directement ma candidature et le reste, c'est de l'histoire. Et quel souvenir retiens-tu de cette expérience? Waouh, c'est la meilleure expérience de ma vie. Ça m'a changé la vie. Qu'est-ce que je retiens? C'est avoir trouvé une famille drag, une famille queer, que c'est mes sœurs. Tu sais, quand tu es latino, quand tu es immigrant, c'est toujours compliqué à trouver, à faire partie de quelque chose. Évidemment, j'ai beaucoup d'amis latinos ici. J'ai des amis uruguayos, vénézuéliens, cubanos, que c'est mes amis, que c'est ma famille ici. Mais la famille queer, c'est autre chose, plus puissant. Et justement, j'ai parlé hier avec mes sœurs. J'ai mes sœurs pour le reste de ma vie. Et je suis très fier de faire partie de cette première promotion de Drag Race, que c'est une saison légendaire. Il y a des épreuves cultes comme le Snatch Game et bien sûr les Lip Sync, j'arrive pas à le dire. On va parler d'une séquence qui, on peut le dire, est devenue culte. Tu as affronté la Big Bertha sur Corps, disent-eux, une chanson qui nous parle et qui nous touche tous. Elle parle des faiblesses, du manque de confiance en soi. Tout le monde était en larmes, toi y compris. Tu as retiré ta perruque et tu t'es rasé la tête. Ça m'a marqué. Est-ce que tu te souviens, j'en ai des frissons quand j'en parle, est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais et pourquoi c'était si fort ce moment-là? Ah, putain, on me demande à chaque fois la même chose et à chaque fois ça me fait aussi des frissons. Et j'arrive pas à regarder cette vidéo, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Je suis devenu fou. Je suis devenue folle comme Britney Spears. Je me suis rasé la tête aussi. En fait, ces jours-là, c'était très compliqué. Il faut comprendre que quand tu tournes de Drag Race, tu es enfermé pendant 1 mois et tu es complètement isolé du monde et tu es dans le stress de la compétition. Et avec tes monstres internes, est-ce que il faut que je sois là et je suis à ma place, est-ce que je sais ce qu'il faut pour être ici. En plus, moi en tant qu'immigrant, j'étais vraiment avec le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On en reviendra, ce sujet du syndrome de l'imposteur chez toi. Complètement. Et du coup, ces jours-là, en plus, Nikki Doll a demandé aux filles, s'il y a quelqu'un qui doit partir aujourd'hui, ça serait qui? Et tous les filles ont dit mon prénom. Du coup, j'étais vraiment, vraiment au bout de ma vie. J'étais super déprimé, énervé, fatigué, frustré, bref, tout. J'ai touché le fond. Et du coup, j'étais dans ma loge, je me rappelle, juste avant de faire les lip sync. Et je me suis dit, bon, apparemment, ce soir, il veut que je me casse. Mais avant de partir, je veux donner un peu de Mexican drama. Et j'étais dans ma loge, je regardais à côté, il y avait mon rasoir. Et j'ai dit, let's do it. Wow. Si je vais partir de façon iconique et je vais faire quelque chose que ça n'a jamais été fait. Et je l'ai fait. Et je ne suis pas partie. Et je suis très fier d'avoir fait un des lip sync les plus iconiques de toutes les franchises ever de Drag Race. On me le dit partout. La semaine dernière, j'étais à Los Angeles et on a encore une fois me parlé de ça. Et
Et à chaque fois que je retrouve des fins, on me dit tu m'as fait pleurer, tu m'as fait pleurer. Je pense que mon vrai talent, c'est pas la danse, c'est faire pleurer les gens, apparemment. Tu as une vie réellement de star et tu incarnes vraiment si bien Queen. Tu parles de Los Angeles, etc. Tu as malheureusement échoué aux portes de la finale. Comment tu l'as vécu ce moment? J'étais très énervé aussi. Non, j'étais fier d'avoir arrivé si loin parce que finalement, j'étais dans tous les épisodes. La seule frustration que j'avais, c'est que je voulais faire le challenge final de la danse parce que je sais que j'aurais démonté ce challenge. Et j'étais très frustré de ça. Mais très, très satisfait d'avoir été en drag queen avec la complexité qu'être drag queen et de peut-être avec ma difficulté avec la langue, avec les références, de se sentir imposteur et tout ça, et d'avoir arrivé si loin. Tu parles souvent de tes tares, tu parles de ta séropositivité, tu parles de ton âge, tu parles du fait que tu sois immigrant mexicain, et tu défies tous les travers. Tu as un succès, tu es sollicité, tu voyages énormément. Cette notoriété, tu la mets au service d'une cause. J'ai l'impression que tu veux te faire le porte-parole de gens différents. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Quand j'ai parlé de ma séropositivité et quand je parle d'être immigrant et quand je parle d'être queer et tout ça... Tu parles même de ton âge. Oui, non, ça, je ne parle pas de ça. Si tu en parles, j'ai déjà entendu. Oui, non, parce que bah, là, vous ne voyez pas ma peau, mais en fait, j'ai un très beau... Tu es très beau. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, il est très, très beau. Tu as des belles dents, tu es beau, tu as une... Merci. Tout est beau. refait en Colombie. Non. non, mais je prends soin. Mais en fait, à chaque fois, je parle justement que tous les soirs, je me fais un petit moment, un petit rituel de beauté. Je mets tous mes crèmes et je prends mon médicament, mon cachet et la trithérapie tous les soirs. Et c'est un moment d'amour envers moi-même. Et c'est super important pour moi, ces moments. Et je pense que ça m'aide à avoir une bonne hygiène de vie et ça m'aide à continuer. Mais je te disais qu'en fait, quand je parle de tout ça, c'est pas pour me faire le martyr. Pas du tout. Je suis immigrant et regardez comment j'ai réussi à C'est percer. pour donner de l'espoir. Moi, je l'entends comme ça. C'est pour donner l'espoir, mais surtout pour montrer qu'on peut être immigrant et séropositif et latino et queer et moreno et avoir beaucoup de difficultés on peut penser que c'est des difficultés et on peut avoir tout ça et avoir une vie heureuse et en fait je pense que mon histoire c'est une histoire de, je vais pas me la péter, mais c'est une histoire de succès. Et Absolument. en fait j'ai envie que les gens disent moi aussi je suis comme ça ou comme ça, j'ai quelque chose et je peux aussi imaginer avoir une vie et une carrière avec du succès. Et en fait, c'est important de montrer que nous, les vies queer, c'est pas que des tragédies, c'est pas que des histoires tristes et qu'on se fait frapper ou qu'on se fait... Non, il y a aussi des histoires heureuses de la communauté queer. Et moi, je trouve que mon histoire, ça fait partie de ça. Et ton histoire, elle fait rêver. On va parler de la suite, Drag Race Mexico. Au final, c'est un véritable tremplin. L'émission a un succès fou. Et toi, tu as pu accéder à quelque chose d'encore mieux. On peut désormais l'annoncer. Tu vas être animatrice de Drag Race Mexico aux côtés de Valentina. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a fait RuPaul's Drag Race aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Je suis tournée Drag Race France au début de l'année dernière. Et cette année, au début de l'année, je viens de tourner Drag Race Mexico. Un retour aux racines, c'est absolument merveilleux. C'est la folie dans tous les sens. Déjà à niveau carrière, à niveau succès, mais aussi à niveau, exactement ce que tu dis, retour à la base. J'étais bouleversée d'être dans mon pays en train de tourner ça. Dans mes meilleurs rêves, j'aurais jamais imaginé retourner dans mon pays dans ces situations. C'est absolument incroyable pour moi. As-tu conscience que tu fais un bien fou à tous ceux qui souffrent d'être soi-disant différents? Tu célèbres la singularité avec majesté. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, ta famille, etc. au Mexique? Comment es-tu attendu? Ma mère, elle voudrait que je déménage chez elle de retour. Mais elle voudrait que je sois plus présent. Elle voudrait, mes femmes, j'ai un fils unique et je sais que je le manque beaucoup à mes parents.
Et ils sont très contents de Drag Race Mexico, mais pas parce que j'ai fait Drag Race Mexico, mais parce que je vais aller au Mexico plus régulièrement. Et du coup, ils sont très, très heureux. Et ils sont très fiers de moi, peu importe ce que je fasse. Et ils vont toujours me montrer qu'ils sont fiers et ça fait un bien fou. Sur casting.fr, on parle souvent des spectacles où interviennent des drag queens. Quelle est la vie professionnelle, artistique d'une drag queen ? Là, on parle des shows, mais comment on fait pour gagner sa vie ? S'il y a un auditeur qui nous entend et qui rêve et qui a imaginé un personnage, quel conseil tu peux donner à celui qui nous écoute et qui a déjà imaginé un personnage et qui n'ose pas ? Quel est le chemin ? Par où faut commencer et quelle est la vie artistique d'un drag queen ? Je pense qu'il faut commencer par respecter la profession, la discipline et l'art du drag. Souvent, je vois des drag queens qui s'amusent à se mettre en drag juste pour sortir en boîte et pour et faire la fête. C'est bien parce que aussi, les drags, c'est aussi une façon de faire la fête et une expression du genre. Mais je pense que si tu veux devenir drag professionnel, il faut arrêter de faire ça gratuitement. Il faut donner ses tarifs. Il faut même, si tu commences en baby drag, bon, tu commences avec la base, avec les SMIC drag. Mais baby drag. Baby drag. Explique-nous, parce qu'on ne connaît pas tout ça. Les baby drag, c'est les drags qui viennent de commencer, qui commencent, qui essayent et qui ne sont pas professionnels encore, mais qui peuvent le faire. Et les baby drag, je pense que il faut commencer à faire des petits boulots, mais qu'ils soient payés, ou que tu fasses ces échanges. En fait, si nous, les drags, on respecte et on crée des tarifs et on crée une espèce de franc commun de professionnalisation du drag, les gens qui vont nous employer, ils vont respecter l'art, ils vont payer ce que les drags coûtent, parce que les drags, c'est très cher. Évidemment, par tout ce que c'est la production, les perruques, les maquillages, les costumes, que c'est incroyablement cher, mais aussi par les risques physiques de danser dans des boîtes, tu peux glisser avec les boissons par terre, tu as tout le temps des gens bourrés, c'est une profession de risque finalement. Tu sors à 3h du matin de boîte, et on maquillé, c'est quand même risqué. Et tout ça, il faut que les employeurs ils soient conscients de la complexité de cet art, qui en plus demande de la danse, du théâtre, de la comédie, du chant. C'est quand même très, très complexe et il faut payer à sa juste valeur. Mais ça commence par nous, les drag queens, à faire respecter ses tarifs et ses professions. Et alors, celui qui a inventé un personnage, qu'est-ce qu'il doit faire ? La première chose à faire pour se faire connaître ? Pour se faire connaître, à Paris, et aller dans les soirées de drag. Je pense que nous, les drag queens, il faut qu'on se prépare parce que tu ne peux pas demander un cachet aller de 500 € et juste te maquiller. Il faut savoir parler au public, il faut savoir prendre le micro, il faut savoir danser, il faut savoir marcher sur scène. Du coup, nous, les drag queens, on a la responsabilité de nous préparer. Et mettre 5 heures, 4 heures de maquillage, ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que tu es maquillé, il y a aussi le contenu. 3-4 heures de maquillage ? Oui. Mais parfois 2h30. Allez, 2h30. Mais je peux prendre jusqu'à 5 heures si je suis à l'aise. Ton personnage fascine, ton personnage, moi, me scie. Nous avons reçu chez Casting Call de nombreux intervenants qui ont parlé des années 80, des années 90, les années sida, les années homosexualité, où c'était si difficile. Est-ce que tu peux dire qu'il y a un changement ? Est-ce qu'il est facile aujourd'hui, en France, en 2023, de s'assumer et d'être une drag queen, de parler de séropositivité, d'assumer son homosexualité, ou il y a encore des choses à faire ? Il y a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, si on compare à les années 90 avec la pandémie du VIH, et heureusement que la médecine a évolué énormément et maintenant on peut être comme moi indétectable et intransmissible et avoir une vie amoureuse épanouie et plus mourir tout simplement. C'est pas du tout la tragédie qu'on a vécue dans les années 80, 90. On est loin de ça. En France, il y a encore des pays où c'est pas la même histoire. On a vu des images absolument horribles où Jean-Marie Le Pen proposait d'enfermer les gens. On salue Clémentine Sélarié qui a été la première à embrasser un séropositif. Mais donc pour toi en 2023, il y a encore des choses à faire ?
Évidemment, la lutte n'est pas encore finie. Autant qu'il y a des pays où l'homosexualité il y a la peine de mort, il y a encore du travail à faire. Et pas que pour les homosexuels. Et je pense que dans la cause homosexuelle rentre la cause trans, évidemment. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport à la visibilité de la communauté trans, des vies trans, des enfants trans, des adolescents trans. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont en train de reculer, ils sont en train de partir en couille, pardon. et c'est n'importe quoi. Et la France, parfois, elle limite beaucoup les choses qui se passent aux États-Unis. Et ça me fait peur aussi. Et il faut comprendre, il faut que la société comprenne que les vies trans, c'est pas une mode, c'est pas un caprice, c'est pas un jeu. Ça existe des enfants trans. Et si toi, personne hétérosexuelle, que tu as envie d'avoir des enfants, il faut que tu penses que ton enfant, il peut être trans. Il faut que tu t'informes et que tu fasses tes recherches. En fait, tout le monde qui a envie de devenir parent devrait savoir qu'est-ce qui est un enfant trans. Parce que ça existe. Bien sûr. Ça existe et ça existe aussi beaucoup de suicides des enfants, des adolescents trans. Il y a les petits Lucas qui s'est suicidé il y a quelques mois dans le nord de la France. C'est pas une histoire trans, mais c'est encore une fois une histoire de bullying, une histoire d'homophobie. L'homophobie, c'est pas un point de vue, c'est un crime. C'est un crime. Et il faut le voir comme ça. Et du coup, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut que la législation soit beaucoup plus radicale par rapport à l'homophobie. Et pourquoi on parle si peu, justement, on parle peu des fameux guet-apens? Il existe des crimes assez terrifiants. Je pense que les gouvernements, ils doivent penser que ce n'est pas en priorité, que c'est juste quelque chose qu'il faut penser en juin et que ça suffit de peindre les rues en arc-en-ciel pour que ça suffise. Non. Il y a, à niveau législatif, il faut faire des choses. Il faut que dans les écoles, ça se parle de queer, que ça se parle de trans, que ça se parle d'homosexualité. Il faut que dans les cours d'éducation sexuelle, il n'y a pas qu'on apprenne à mettre des capotes. Il faut qu'on apprenne à mettre les capotes, mais aussi dire tout ce que c'est l'expression du genre, l'homosexualité et tout ça, parce que ça fait partie de la vie. Et parce que tout simplement, parce que ça va aider aux enfants de s'épanouir et de grandir sans problème. Combien de gens qu'on a rencontrés, des fans de Drag Race, ils nous ont dit « Si jamais j'aurais vu ça il y a 20 ans, si jamais j'aurais vu ça quand j'étais adolescent, ça m'aurait changé la vie. » Et je suis très contente de savoir que maintenant, les enfants, ils ont accès à émissions comme Drag Race, ils ont accès à lecture des livres par drag, ils ont accès au Brunch and Queen, par exemple. Oui, on en avait parlé de ces lectures magnifiques. Dans mon brunch, ils viennent, les enfants, et j'adore les parents qui montrent ça, c'est l'art drag. Absolument. Parce que bien sûr que l'art drag, ça peut être très sexuel, et très érotique et tout ça, mais c'est tellement elles sont souvent vaste. très drôles. On est et toujours très drôle. On est toujours beaucoup très drôle. d'humour. J'adore faire pour les enfants, c'est génial. Et dis-moi, donc les drag queens les plus connus, reconnus et réputés sont souvent des États-Unis. Qu'en est-il d'ici, en France? Qu'est-ce que tu peux dire de notre troupe de drag queens? Je trouve qu'en France, on a un art drag très polish. Comment on dit polish en français? Très lisse, puré, très pur, très propre à niveau de l'image. On a les meilleurs looks au monde, les meilleures perruques au monde. C'est la France, quoi. Et il y a un niveau visuel en France incroyable que je peux te dire, dans le reste du monde, il n'y en a pas. Peut-être en Thaïlande, ils ont aussi une image très évoluée, mais elle est différente. Et aux États-Unis, aussi, il y a un truc très calme, très kitsch. Mais ici, c'est le bon goût, c'est la haute couture. C'est l'élégance française. L'élégance française qui se marie parfaitement avec le drag. Et on fait des choses incroyables comme tout ce qui est calme, que la grande dame nous met à chaque fois. Tu te rends compte que la Fashion Week et les drags, maintenant, ils vont ensemble. C'est génial. C'est génial, ça. Fou. Et du coup, je peux dire qu'on a des icônes de drag en France. Évidemment, tous mes sœurs de la saison 1, mais aussi dans le sud, on a Mika Holly White à Nice. Des drag queens absolument incroyables ici en France.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lolita Banana? Et de la santé mentale. Comme tout le monde, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Et des années sur scène. Je pense que c'est ça. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu viens de dire, la santé mentale, parce que je te vois là face à moi, belle, beau, enthousiaste. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des épreuves? J'ai cette intuition que c'est pas si facile. Tu es solaire, tu es lumineux. Mais j'ai l'impression que c'est pas si facile. Non, c'est jamais si facile. Ma tête, je pense comme tout le monde, c'est une montagne russe. Évidemment, des fois, je suis dans le sommet de la joie, surtout quand je suis sur scène. Vraiment, j'insiste, mais vraiment, c'est la chose qui me rend plus heureux au monde. Mais aussi, là, par exemple, j'étais la semaine dernière à la Dracon à Los Angeles et ça m'a ému énormément d'être dans mon moment de gloire, en train de présenter Drag Race Mexico avec toutes les caméras. Et de l'autre côté, dans le backstage, tous les gens qui travaillent, qui font les services, les femmes de ménage qui sont dans la cuisine, tous sont des Mexicains, de la même ville que ma grand-mère, beaucoup de gens de Michoacán. Et en fait, ça m'a ému beaucoup d'être dans un pays qui traite très mal les latinos. Il y a beaucoup de racisme, un pays très raciste en fait, il y avait beaucoup de paradoxes. Et c'est la première fois que j'étais aux États-Unis. Pendant des années, je n'ai jamais voulu aller aux États-Unis. Quand je suis parti de Mexique, je me suis dit la France, la France, la France. Et je ne regrette pas. Je n'ai jamais voulu aller aux États-Unis parce que j'avais peur de me faire maltraiter, d'être victime de racisme. J'avoue, c'était que du bien. C'était incroyable Los Angeles. Grâce à ton art. Grâce à mon art. Mais ce n'est pas le même sort que des autres latinos. Et de voir ça et de vivre les deux, les points opposés, ça m'a bouleversé. Je me rappelle un soir, il était 4 h du matin, j'ai appelé mon copain en train de pleurer. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ici? En fait, c'est pour ça que j'ai dit la santé mentale, parce que quand tu es dans le milieu de le spectacle, qui était dans les lumières, tu reçois beaucoup d'amour d'un coup de 2000 personnes qui sont dans la scène devant toi, c'est incroyable. Et après, tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel, et le vide, et tes angoisses, et tout ça revient d'un coup, et les contrastes, c'est très violent. On porte en nous ce paradoxe. Ce paradoxe est une force, parce qu'elle te permet d'être créatif, et en même temps, parfois c'est lourd à porter. Tu parles de l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est l'histoire de toujours. On pense aux dictatures d'Amérique du Sud et tous ces pays qui ont lutté communistes, anarchistes, contre le capitalisme américain. Justement, ce paradoxe, tu l'incarnes. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Esteban, celui qui avait 5 ans au Mexique? Et je le dirais, continue comme ça. Tu vas faire ce que tu vas rêver, qu'est-ce que tu rêves. Tu vas habiter dans la ville la plus belle au monde. Tu vas te promener en vélo à côté de la Seine et tu vas être heureux. Et tu vas faire la chose que tu aimes le plus. Juste entraîne-toi, sois discipliné, prends des cours de chant. Et tu aimes la France. Alors ça fait du bien d'entendre ça dans un moment où on critique tellement notre pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la France? La France, c'est un pays très complexe et avec beaucoup... Tu vois, quand on voit que les Francs populaires, ça s'appelle quoi? Les Francs populaires, non, Marie, ça, ouais. se rapprochent de plus en plus, ils prennent de plus en plus force. Ça fait peur, hein? Je vais demander ma nationalité avant que Marie Le Pen passe, sinon c'est foutu. Mais en même temps, c'est un pays hyper accueillant. Moi, je reste ici justement grâce aux services de santé. Je vis grâce à ça. Je trouve que l'accueil que la France a eu avec moi, c'est incroyable. J'ai ma nouvelle famille ici, mon amoureux qui est ici. J'adore ce pays. Évidemment, quand je rentre au Mexique, je suis content de rentrer au Mexique, mais ça me manque la France parce que la France, c'est le pays que j'ai choisi. Ça va être la culture que j'ai choisie. Merci Lolita Banana, on te retrouve sur le Drag Race Mexico. Oui. Merci pour ce merveilleux moment. Merci à vous et...
Hasta pronto. Adiós.